Lors de la première quinzaine de novembre de la même année, nous avons quitté mon village pour un autre situé 35 kilomètres plus loin. J'éprouvais un vif soulagement à la pensée de ne plus revoir de gens que je connaissais. Nous disposions de plus d'une semaine pour nous installer. Petit à petit, je commençais à comprendre l'organigramme du régiment composé de 3 bataillons divisés en 4 compagnies chacun, d'un poste de commandement équivalent à une compagnie par bataillon, le tout supervisé par un PC constituant à lui seul un bataillon. Le régiment comptait près de 2500 à 3000 personnes opérationnelles. Il y avait un bataillon d'alerte réservé généralement aux interventions lors d'accrochage et 2 bataillons opérationnels. Si 2 bataillons partaient en opération, le 3e restait en état d'alerte. Parfois, il renforçait d'autres régiments à des distances allant jusqu'à 600 km. Ils demeuraient groupés et stationnés auprès du PC de régiment. Chacun des 3 bataillons devenait une année durant bataillon d'alerte et passait alors les 9/10 du temps sur le terrain. Quant aux 2 autres, ils s'égayaient compagnie par compagnie dans divers villages, espacés de 30 à 40 ou 80 km. Chaque année, les compagnies changeaient d'affectation, et ceci pour différentes raisons. D'une part, pour que les tirailleurs ne communiquent pas avec la population. D'autre part, parce que les implantations différaient notablement. Certaines tenaient des postes isolés près des montagnes, d'autres logeaient sous des guitounes 56 et quelques-unes étaient installées dans des villages. Les FEL étaient fort bien renseignés sur la tactique employée par le régiment et à chaque nouvelle installation, ils connaissaient le numéro de la compagnie montante et sa réputation. Au début, chacun cherchait à se renseigner et tester ses nouveaux adversaires. À peine 3 ou 4 jours après notre arrivée, nous fûmes harcelés, mais d'assez loin. Le nouveau capitaine n'exerça aucune représaille, se contentant d'envoyer des sections patrouiller dans les environs, en leur donnant pour consigne d'éviter de maltraiter les gens et de simplement les fouiller pour vérifier s'ils ne transportaient pas de ravitaillement. De plus, les arrestations arbitraires furent proscrites. Le jour de notre arrivée, en signe de clémence, le capitaine fit libérer une dizaine de prisonniers. Nous disposions de documents FLN récupérés au cours des précédentes opérations, portant les noms de certains responsables, de certains chefs aussi, ainsi que des mots de passe et des signes de reconnaissance. Une quinzaine de jours s'écoulèrent avant que le capitaine m'appelle dans son bureau. Là, il me tint ce discours. Nous venons d'arriver dans ce village. On ne connaît pas les gens qui sont pour les FEL, ceux qui sont contre. Je veux absolument me renseigner. Et toi seul peux nous aider. Il me tendit alors un document écrit en arabe littéraire, m'ordonna de l'apprendre par cœur, et me dit que d'ici 2 ou 3 jours, il m'expliquerait en quoi consisterait mon travail. Je fus dispensé de service aux messes pendant 3 jours, et je devinais ce que le capitaine me réservait en prenant connaissance des documents. Il contenait des traductions du code FLN, l'organigramme de certaines katibas, le nom de guerre de leur chef et parfois leur identité véritable. Le capitaine ne m'avait rien proposé, mais donné des ordres clairs et nets. Le 3e jour, il me rappela et m'expliqua mon travail. Tu es le plus jeune de la compagnie.
et tu n'as vraiment pas l'air d'un soldat. De plus, tu parles parfaitement l'arabe littéraire. Tu connais maintenant les codes, les noms des chefs FLN. On va te faire passer pour un vrai FEL. Ton travail consistera, accompagné de 5 hommes de la compagnie, à te rendre chez les habitants du douar voisin déguisés en FEL. Là, nous verrons qui vous accueillera favorablement ou qui viendra vous dénoncer. De cette façon, nous saurons qui est avec ou contre les FEL. J'avais envisagé le pire, mais pas ce travail de traître. Il ajouta, tout repose sur toi. Sache seulement que tu as une famille et que sa vie dépend de ton comportement. Sois sage et fais ce qu'on te demande. Lorsqu'il me présenta les hommes avec qui je devais faire équipe, je crus vomir. C'étaient les pires salopards de la compagnie. Un sergent-chef et 4 tirailleurs, tous algériens. Ils étaient originaires de la frontière tunisienne et parlaient un dialecte tunisien complètement étranger au langage utilisé dans le village. J'étais censé être un secrétaire tunisien, eux constituant mon escorte. J'étais chargé d'apporter des documents à des chefs FLN. Pendant tout le discours du capitaine, j'écoutais à peine. Je me sentais perdu. Je n'avais plus toute ma raison. Les questions se succédaient dans ma tête. Est-ce que je me suicide ? Est-ce que je refuse, quitte à mourir ? Est-ce que je pars avec eux et me sauve pendant la nuit ? En l'espace de quelques secondes, je me posais ces questions à plusieurs reprises. Mais je me remémorais aussi les derniers mots du capitaine. Sache que tu as une famille, sa vie dépend de ta conduite. Alors je me décidai à jouer le jeu une fois. On verrait le résultat. Peut-être la mission échouerait-elle. Peut-être tomberions-nous dans une embuscade et tout serait alors fini. Peut-être. Malgré moi, j'acceptais sans savoir pourquoi. Peut-être pour sauver ma famille. Ou bien avais-je seulement peur. Mais de quoi ? Puisque j'avais envisagé le suicide. Toujours est-il que j'acceptais cette première sortie. Nous nous préparâmes avant de partir. Tout d'abord, le déguisement. Des treillis fêles, des patogas et par-dessus des djellabs. Il fallut retailler la mienne, trop grande pour ma taille, et qui traînait par terre d'au moins 50 centimètres. Ensuite, la répétition de notre rôle. L'escorte avait pour mission de me protéger et de me surveiller. Quant à moi, je devais parlementer avec les civils. Le capitaine possédait une liste de gens supposés collaborer avec les FEL. Chaque soir, il s'agissait de rendre visite à l'un d'eux. La première sortie fut pour un riche propriétaire arabe, habitant à 3 kilomètres du village. À 20 heures, chacun de nous, 5, reçut un PM. On me confia en plus une sacoche contenant les photocopies des documents saisis sur les FEL. Une section embarquée dans les camions se tenait en alerte, prête à nous rejoindre au moindre coup de feu. Nous portions des fusées éclairantes à tirer en cas de coup dur. À 20h15, nous quittâmes la caserne. Le chef marchait devant, je le suivais, les 4 tirailleurs derrière moi. Nous progressâmes à travers champs, parallèlement à une piste, afin de ne pas nous perdre et de ne pas rencontrer de véritables rebelles. En 1 heure de marche, nous parvînmes à proximité de la maison indiquée. Nous attendîmes un instant, à l'écoute de tout bruit suspect, puis le chef m'ordonna d'aller frapper à la porte. L'escorte se tenait à 10 mètres à peine derrière moi.
Je me dirigeai vers la porte et frappai discrètement. Quelques secondes plus tard, j'entendis l'homme demander « Qui est là ?» Dit Junud. « Que voulez-vous ? Nous voulons manger. » « Non, je n'ouvre pas. C'est la nuit. J'ai pas le droit d'ouvrir ma porte. » Je lui donnai alors le mot de passe, et il ouvrit enfin, sans trop de confiance. Déjà, les 5 tirailleurs pénétraient à l'intérieur. Tremblant de peur, il nous conduisit dans une pièce, alluma la lampe à pétrole, et dès qu'il me vit, son visage se détendit. Alors, j'entrai en scène, je jouai la comédie, une comédie sans correspondance, ni avec mon désir, ni avec mon goût. Toutefois, malgré mon trac, je réussis à le convaincre de notre fausse identité. Je n'éprouvais en fait ni peur, ni appréhension, mais plutôt du dégoût, de la honte, la pensée de le voir quelques jours plus tard en prison m'humilier. Je conquis son admiration, car si jeune je risquais ma vie pour la cause révolutionnaire. Et je n'étais même pas algérien. « Mon fils, me dit-il, c'est bien ce que tu fais là. Si toute la jeunesse te ressemblait et apportait son concours à la cause de la révolution, la guerre ne durerait pas longtemps et nous aurions la liberté très bientôt. » En l'écoutant, je pensais qu'heureusement toute la jeunesse ne vivait pas le même cauchemar que moi. Mes collègues, placés en observation, ne parlèrent guère. Je traduisais parfois une question de l'un d'entre eux, car ils employaient volontairement un dialecte inconnu de lui. Tout cela n'était que de la comédie. Tout en préparant le repas, il nous racontait. D'habitude, un tel responsable politique de la région me prévenait à l'avance d'une visite. Mais pour vous, je n'étais pas au courant. Je vous demande d'accepter à manger. Je suis pris de court. Il fait nuit et je ne peux vous servir quelque chose d'acceptable. Depuis 2 jours, lui répondis-je. Nous n'avons mangé quelque chose de chaud. L'essentiel, c'est d'avoir de quoi se mettre dans le ventre. Et j'ajoutai, personne parmi les responsables ne sait que nous sommes dans le secteur. Comme nous venons de Tunisie, notre déplacement s'effectue dans le plus grand secret, de façon à protéger les documents en ma possession. Surtout, ne révéler notre passage à quiconque. Notre réussite tient à une grande discrétion. Il nous assura que nul ne connaîtrait notre passage. Je fis ce soir-là 2 victimes. Le responsable politique qu'il avait malencontreusement nommé, et lui, qui avec chaleur, bon cœur, nous avait accueillis. Après que nous eûmes mangé un couscous, bu du café, il nous offrit des dattes et des galettes à emporter, nous souhaita bonne route en priant le bon Dieu de nous protéger. Vers minuit, nous quittâmes la maison et 1 heure plus tard, nous étions de retour à la caserne. Le capitaine nous y attendait. Il fut très satisfait du résultat et envisagea aussitôt de procéder à d'autres sorties semblables, ce qui fut accompli 10 de fois. Nous fûmes toujours accueillis favorablement, sauf peut-être une fois où l'homme ne daigna pas ouvrir la porte, malgré toute mon éloquence. « Foutez-moi la paix » criait-il, « je n'ouvre à personne, je ne prends ni français ni fel. Si vous voulez entrer, entrez de force. » Toutes les personnes visitées demeuraient en liberté, car le capitaine voulait sonder tous les suspects pour ensuite organiser une rafle massive. Cependant, ces sorties n'étaient pas systématiques. Elles n'avaient lieu que pendant les jours de repos, et j'en vins à souhaiter des opérations quotidiennes pour m'éviter ce travail maudit. Je désirais des accrochages et la mort de l'équipe dans l'espoir d'en finir avec ce cauchemar. Mais le bon Dieu était sourd à mes prières. Au contraire, nous participions rarement aux opérations.
la période étant calme. Peu d'accrochages avaient lieu. Nous ne rencontrions que des fêles, par groupe de 4 ou 5, et les capturer ne représentait aucune difficulté. Cela dura près d'1 mois et demi. Puis un jour, nous partîmes pour la 10e ou 11e fois à la destination d'un douar distant de 4 kilomètres. Le même scénario se répéta. Après quelques instants d'observation, je m'en allai frapper à la porte. Il n'y eut pas de réponse. J'ai insisté. Une voix me demanda alors de quoi il s'agissait. Je fis les mêmes réponses que d'habitude, débitant tous les mots de passe et les noms de code. Mais l'homme se montra réticent, hésitant à nous ouvrir la porte, tout en nous expliquant « Je veux bien vous ouvrir parce que j'ai peur que vous ne me fassiez du mal si je refuse. Mais je ne suis au courant de rien de ce que vous racontez. » Il hésita encore un peu, puis nous ouvrit enfin. À l'intérieur de la maison, nous respirâmes une odeur de cuisine, ce qui m'étonna, car il était plus de 21 heures et que d'habitude, les gens mangeaient très tôt en raison du couvre-feu. Après qu'il eut allumé la lampe à pétrole, je constatai que son comportement était bizarre. Tout tremblant, il nous harcelait de questions afin de bien vérifier notre identité. J'avais le sentiment qu'il nous cachait quelque chose. Aussi m'empresserais-je de lui fournir plus de preuves qu'il n'en fallait pour le convaincre que nous étions bien des Junouds. Alors il se détendit, nous disant qu'il avait eu très peur, que si nous avions travaillé pour les Français, c'en était fini de lui, qu'il y avait un groupe de moudjahidines dans la pièce à côté. À ces mots, le visage de mes anges gardiens changea de couleur. Je n'en menais pas large, moi non plus, mais je sentais que c'était pour moi une occasion inespérée d'en finir avec ce travail sale. Après quelques paroles chaleureuses, notre hôte était allé chercher le groupe qui se trouvait dans la pièce voisine. Pendant la préparation du repas et tout au long de la soirée, je bavardais avec le chef des Junouds. Ces hommes parlaient peu. Quant à mes camarades, ils étaient muets comme des carpes, se contentant parfois d'approuver mes dires. Ils me racontaient les scènes de combat auxquelles il avait participé, la vie difficile du maquis, le courage de ces hommes. Naturellement, il en rajoutait beaucoup pour quelqu'un d'initié comme je l'étais. Hélas, son récit ressemblait plus à un roman qu'à un témoignage véridique. Enfin, ce n'était ni le moment ni le lieu de contredire ses affirmations. Au contraire, je faisais semblant d'admirer ses exploits, ne serait-ce que pour m'amuser de la tête que faisaient mes collègues. Tout au long de la soirée et même du repas, ils avaient gardé leurs armes sur eux, c'était leur habitude. De ma propre volonté, je me laissais entraîner dans le piège. À plusieurs reprises, l'envie me tirailla de leur demander où ils se rendaient après le repas, mais je préférais qu'ils viennent eux-mêmes à en parler. À l'aide d'astucieuses questions, je parvins enfin à connaître le lieu de leur destination et j'attendis patiemment qu'ils m'interrogent sur le nôtre. Car, en cette soirée, j'avais décidé d'en finir avec ce travail ignoble que je devais faire et que je ne pouvais désormais plus supporter. Mon désespoir était tel que je préférais courir droit à la mort en entraînant avec moi toute l'équipe, plutôt que de continuer à rechercher et faire de nouvelles victimes. Juste avant le repas, l'un des Junouds me demanda « Où comptez-vous aller ?» Je m'empressai alors de lui citer le nom d'un douar que j'avais estimé proche de leur rendez-vous. La réponse que j'espérais ne se fit pas attendre. « Ça tombe bien, dit-il, nous allons dans la même direction. Nous ferons une partie de chemin ensemble. » Le visage de mes fidèles compagnons se crispa, et pour augmenter leur crainte, je repris. « Bien sûr, ça nous rendra service. Nous ne connaissons pas le secteur. Vous nous guiderez.
Si jamais l'ennemi se présente, nous serons plus à même de nous défendre. L'accord était conclu. Après le repas, nous devions marcher 5 ou 6 kilomètres ensemble avant de nous séparer. Cela nous éloignerait d'au moins 10 kilomètres de la caserne, et je savais bien que mon chef chercherait à se séparer d'eux avant d'être aussi loin. À 1h du matin, après un bon couscous, nous décidions de quitter le douar. Je soulignais cependant l'imprudence commise si nous partions ensemble, et leur suggérais donc de nous partager par groupe de 5 pour ensuite nous rejoindre 200 ou 300 mètres après la sortie du douar. Le chef sortit le premier, accompagné de 3 de ses hommes. 2 à 3 minutes plus tard, nous le suivîmes. Pour ne pas se perdre, le chef des Fels nous avait donné un guide jusqu'au lieu de rendez-vous. Le Fel précédait le sergent-chef derrière lequel nous marchions, moi et les tirailleurs. Mais 20 mètres plus loin, d'une rafale de PM, notre chef l'abattit en nous ordonnant de nous sauver très vite en direction de la caserne. Nous courûmes pendant une 40aine de mètres lorsque soudain, une grêle de balles nous stoppa. La dernière équipe s'était précipitée dehors en entendant le bruit de la rafale. À la vue de leurs camarades morts et de notre course, ils avaient ouvert le feu sur nous. Dès la première rafale, notre chef, atteint d'une balle à la cuisse, nous cria « Je suis blessé, je ne peux plus courir ». Protégés par une petite murette, nous ripostions en arrêt à une 30aine de mètres sur les rebelles à nos trousses. La nuit était claire et l'on distinguait les silhouettes. La première équipe avait rebroussé chemin et rejoint la seconde. D'un côté se trouvaient 4 tirailleurs avec leurs PM et de l'autre 9 FLN équipés d'armes automatiques. Allongés sur le côté derrière la murette, je distinguais les balles traçantes à quelques centimètres de moi. Ne tirez pas, conservez vos munitions pour tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, cria le chef. Nous avions utilisé immédiatement une fusée rouge, signal d'alerte. L'accrochage devait durer à peine quelques minutes, les Fels s'enfuyant au bruit du half-track et des GMC. À l'arrivée des renforts, une fusée verte fut tirée afin d'indiquer notre position. Les Fels se trouvaient alors à peine à une centaine de mètres de nous. Au départ de la fusée, on distingue à peine le projectile, mais le bruit produit est semblable à celui d'une cartouche. La fusée n'éclate qu'à 100 ou 150 mètres d'altitude et dégage alors une lumière vive dans un rayon de 80 à 100 mètres. Abusés par le bruit de la fusée, quelques tirailleurs embusqués dans les camions se mirent à riposter. Dans l'incident, l'artificier fut blessé. Le capitaine à l'intérieur du half-track se dirigea vers nous. Le chef rapidement lui exposa la situation, tout en lui désignant la direction probable prise par les Fels. Le capitaine renonça à les poursuivre, leur itinéraire étant probablement déjà modifié.